Bonjour Jean Montré, bonjour François Bezoukov. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'être avec les profs, avec Zemmour pour parler de mathématiques. Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour Martial. bonjour François, Alors, bonjour Martial. bonjour. Écoutez, merci encore d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de venir parler auprès de nos auditeurs de cet article qui est sorti cette semaine dans Causeur et qui s'intitule Effondrement du niveau en mathématiques, réquisitoire contre les fossoyeurs d'une excellence française. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter. Alors commençons par vous, Jean Montré. Vous êtes ingénieur de Super-Héros, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. Et vous êtes également professeur agrégé de mathématiques affecté à l'université. Et nous avons également François Bezoukov, ancien élève de l'École normale supérieure de Paris, agrégé de mathématiques également, et enseignant-chercheur à l'université également. Alors, Jean Montré, est-ce que j'ai bien résumé votre parcours? C'est cela, je me suis lancé dans l'enseignement après une petite expérience, dans les cabinets de conseil et je ne regrette pas depuis parce que c'est ma vraie vocation, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui est fait au sein de l'institution. Exactement, bon, on va y revenir juste après. Et quant à vous, François Bizoukov, je ne me suis pas trompé, j'ai bien Non, non, résumé votre parcours? c'est oui, succinctement. Bon, moi, dans ma vie a été partagée, on va dire, entre la recherche scientifique de haut niveau Mhm. et la transmission des savoirs. Voilà. À part, on va dire, à part à peu près égale. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la transmission des savoirs, sans laquelle rien n'est possible, surtout pour notre jeunesse. Donc, Bien sûr. Et justement, une des premières questions sans doute que nos auditeurs, mais également peut-être nos opposants ou nos adversaires ne manqueront pas de nous poser, c'est quelle légitimité avez-vous pour parler de l'école française? C'est-à-dire quelle connaissance, ça peut être soit intellectuelle, mais y compris professionnelle ou de l'ordre de l'expérience. Voilà, quelle légitimité avez-vous pour parler de notre école et pour dire ce qu'il en est, alors en mathématiques en particulier, mais aussi peut-être sur l'éducation nationale dans son ensemble. Alors peut-être Jean, si vous voulez commencer. Oui, avec plaisir. Alors, j'ai commencé mon expérience d'enseignant au lycée après avoir passé le concours en candidat libre et j'ai été mis directement dans la bataille, si j'ose dire, avec Mhm. l'année de stage classique, les formations, les UFM, enfin qui ne s'appelaient déjà plus comme ça. Actuellement, ce sont les INSPE, je crois. INSPE, c'est ça change tous les Voilà, 2 ans, ça mais change tous c'est les ça. 2 ans, mais par contre, les intervenants sont toujours les mêmes. Oui, Heu, absolument. voilà, donc j'ai découvert, l'éducation nationale, Donc dans le secondaire, si dans je le vous suis cadre du bien. secondaire et c'est vrai que c'est Voilà. là enfin, c'est l'une des grandes batailles, qui s'annoncent, pour, rehausser les choses à l'éducation nationale et Donc en lycée ou en collège également? en lycée uniquement. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir être affecté à l'université, occasion que j'ai saisie, car j'avais quand même cette sensation des fois, d'avoir du mal à me regarder dans un miroir parce que j'étais obligé de suivre des programmes extrêmement stricts qui contenaient un certain nombre de choses qui me posaient problème, d'un point de vue quasiment moral. Quand les Oui. choses sont mal faites et qu'on vous demande de mal les faire, bon voilà. Donc j'ai essayé de fuir, cette chose-là Mhm. pour essayer d'atteindre un niveau d'enseignement qui me permette une plus grande liberté. Pour autant, D'accord. ce qui nous est demandé de faire à l'université n'est pas non plus toujours exempt, Alors, de toute absurdité. Mais bon. c'est intéressant justement, vous nous raconterez tout à l'heure peut-être le regard, puisque nombre de nos collègues au lycée, comme d'ailleurs pour les collègues qui sont au collège par rapport au lycée, ne savent pas ou ne voient pas concrètement à quoi ressemble un étudiant en mathématiques aujourd'hui à l'université. Nous, on les voit défiler toujours au même âge et au même niveau, j'ai envie de dire. Oui, Et c'est intéressant peut-être de voir que la chute du niveau en mathématiques dont vous parlez dans votre article frappe bien au-delà du secondaire. Mais peut-être tout à fait. voilà, on rabordera ce point tout à l'heure. Monsieur Bezoukov, François Bezoukov, alors, oui. quant à vous, si on vous posait cette question, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu, quelle légitimité, pardon, avez-vous pour, traiter ce sujet, celui de l'enseignement des mathématiques et de l'école aujourd'hui? Alors, écoutez, moi, je n'ai jamais enseigné dans le secondaire, donc je n'ai pas une légitimité de terrain directement. Ma légitimité, je pense, elle vient du fait
que ça a été un sujet de passion pour moi toute ma vie, parce Mhm. que je dois tout à l'école de la République. J'ai une Mhm. conscience aiguë de la chance inouïe que j'ai pu avoir dans ma jeunesse d'être dans une école républicaine qui était à la fois exigeante, mais aussi très ouverte et qui donnait la chance à tous les enfants. Et mon parcours, je le dois entièrement à cette institution et à quelques professeurs d'exception que j'ai croisés sur mon parcours. Donc de ceci, j'ai gardé un intérêt toujours très grand et j'ai suivi les évolutions d'institutions de manière très, très détaillée en regardant les programmes, en regardant la Mhm. manière dont les sujets d'examen évoluaient aussi, parce que les sujets d'examen, je pense au bac, ça reflète très bien finalement là où on veut aller. Hein, c'est le Mhm. point final de l'enseignement secondaire, mais ça donne une très bonne idée des orientations. Absolument. Et j'ai gardé ça toute ma vie au cœur et dans mon esprit. Bon, après, mon enseignement, il s'est fait au niveau universitaire. Et là aussi, j'ai pu voir les ravages de Mhm. l'effondrement du niveau dans le secondaire. On reviendra là-dessus. Et j'ai eu à de multiples reprises des discussions avec des étudiants donc au niveau universitaire, qui étaient eux-mêmes désespérés de se rendre compte du temps qu'ils avaient pu perdre et du Mhm. système Tout à inique fait. auquel ils avaient été formés. Donc ça, j'ai eu un grand nombre de témoignages comme ça, directs, d'étudiants, vous voyez, qui après coup se rendaient compte, mais qu'est-ce qu'on nous a fait finalement pendant tant d'années? Et Absolument, oui. ça marque énormément. Hein. Quand vous avez des jeunes qui prennent conscience de ça après coup, c'est pas facile à digérer, on va dire. Tout à fait. Écoutez, une dernière question avant de parler directement de votre article. Cet article a été signé au nom du collectif Les profs avec Zemmour. Alors, question que tous les collègues qui sont engagés auprès de nous ont entendu dans leur entourage, c'est-à-dire comment vous, engagés, enfin professeur dévoué auprès de vos élèves, professeur de l'éducation nationale, donc avec un aura de gauche traditionnellement, tel qu'on se représente le professeur, comment est-ce que vous, avec vos connaissances, vos cultures, pouvez-vous être engagé auprès d'un monstre comme Éric Zemmour? Alors c'est quelque chose qu'on réserve habituellement aux profs d'histoire en particulier, avec les polémiques qu'aiment bien exhumer les journalistes, mais je pense qu'on peut aussi à bon droit la poser, en tout cas les gens le font, à des collègues scientifiques. Donc je vous la pose, qu'est-ce qui fait et comment est-ce possible que des scientifiques comme vous s'engagent derrière quelqu'un comme Éric Zemmour? Alors, Monsieur Montré. Bah, écoutez, j'entends fréquemment, enfin, on a toujours entendu tous les candidats à toutes les présidentielles parler de l'école, de manière très grandiloquente en général, Mhm. sans vraiment rentrer dans les détails, ou quand ils le faisaient, les choses se résumaient seulement à un problème d'argent, qui n'est quand même pas le seul problème, même s'il existe. Et j'ai découvert un jour Éric Zemmour à la télévision faire une analyse sur l'école. Bon, je savais la capacité Mhm. d'analyse de Monsieur Zemmour. Je m'attendais à ce qu'il me fasse une analyse très correcte, mais c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un du milieu. C'est quelqu'un qui est issu du monde journalistique, qui en général Mhm. tombe toujours à côté dès qu'il s'agit d'analyser l'école. Et j'ai été, je dois dire, impressionné par l'analyse qui a été faite et qui montrait qu'il avait été extrêmement bien renseigné, à la fois concrètement et sur les grands enjeux. Donc Très, forcément, j'ai trouvé les choses intéressantes et ça m'a incité à me rapprocher finalement du seul candidat qui, en tout cas sur l'école, a un programme qui semble parfaitement correspondre à la réalité et aux nécessités du moment. Oui, un certain nombre de collègues m'ont dit exactement la même chose, effectivement, dans leur rapprochement politique avec Éric Zemmour. C'est la surprise qu'ils ont eue à entendre, vous connaissez désormais sa célèbre expression, à l'entendre mettre des mots MOTS sur des mots MAUX que tous rencontraient dans l'exercice de leur métier sans pouvoir parfois simplement en parler et encore moins avoir une reconnaissance de ces problèmes publiquement. Alors je me tourne vers vous, François Bezoukov. Est-ce que c'est une démarche similaire qui vous a rapproché d'Éric Zemmour Alors, politiquement? bah, écoutez, tout ce que vient de dire mon collègue Jean, je peux le prendre à mon compte aussi. Après, moi, c'est vrai que ça a été une démarche
Très difficile dans le sens où j'ai quand même passé ma vie un peu dans une tour d'ivoire, très confortable, Mhm. où justement on s'extrait de ces discussions politiques souvent irrationnelles et extrêmement déplaisantes. Et pour arriver à le faire, il a fallu qu'il y ait un très grand nombre d'éléments qui sont accumulés et ensuite, comme on dit, des petites gouttes d'eau qui font déborder le vase. Et Oui, pour en citer quelques-unes, puisque c'est des choses allez-y, oui, récentes, oui. c'est le coup de grâce, par exemple, que le ministre Blanquer a donné au baccalauréat. Mhm. Le fait qu'il n'y ait plus maintenant un véritable examen national qui permette à n'importe quel lycéen de France de faire ses preuves sur un pied d'égalité avec ceux qui sont dans les meilleurs établissements, c'est-à-dire qu'on met en place un système complètement fou de comment dire, c'est de tests tout au long de l'année. Hein, Oui, donc, oui. c'est plus un examen à la fin de l'année qui est Évaluation continue, oui, oui. voilà, évaluation continue. Merci, c'est le mot que je cherchais. Et ça, on sait bien que ça va créer des inégalités incroyables entre les lycées, qu'on Bien peut faire sûr. absolument n'importe quoi dans un système. C'est une espèce d'auto-évaluation finalement. Mhm. Et même les professeurs, je pense les plus rigoureux, vont céder devant Face aux pressions des face à la parents et pression. des enjeux, Bien notamment avec sûr. Parcoursup, absolument, bien Bien sûr. sûr, bien sûr. Donc, ne pas voir ça, c'est vraiment faire preuve d'un aveuglement total ou d'avoir la volonté, tout simplement, effectivement, de détruire le système républicain d'éducation. On en revient à votre attachement à l'école républicaine dont vous parliez tout à l'heure. Donc, Mais bien sûr, vous savez, moi, je viens d'une petite ville, j'ai fait mes études dans un petit lycée sans aucun prestige, Mhm. et je sais que dans le système tel qu'il est mis en place actuellement, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait dans ma vie. Mhm. Ça, j'en ai la certitude. Donc ça fait mal. Ça fait mal Oui, quand c'est on fort quand pense. même comme constat. Ça veut dire que vous, modestement, je veux dire, vous attribuez une part de votre succès à l'école républicaine, de votre réussite, Mais de bien votre sûr, parcours scientifique. mais bien Ah, sûr, bien sûr. Bon, Je, j'ai oui. énormément travaillé dans ma vie. J'étais peut-être aussi doué pour ce que je faisais, mais sans l'école républicaine qui était de qualité pour tout le monde, dans tous les lycées, dans tous les collèges, vous aviez des professeurs de qualité et le programme était le même. Justement, l'examen qu'on passait, le Mhm. baccalauréat qu'on passait était le même que pour les étudiants de Henri IV et de Louis le Grand à Paris, si vous voulez. Mhm. Ça a joué un rôle absolument essentiel. Ah oui, je comprends tout à fait. Jean Montré, vous vouliez intervenir? oui, je peux même abonder dans ce sens de manière concrète, puisque j'ai vécu cette chose. J'enseigne dans une petite ville de province dans laquelle j'ai grandi, et j'ai la particularité d'avoir enseigné dans le lycée dans lequel j'avais étudié. Mhm. J'étais donc en terminale S, j'étais un très bon élève en mathématiques, forcément, sinon je ne serais pas devenu professeur de mathématiques. Et j'ai donc déposé un dossier quand j'étais étudiant pour rentrer dans des grandes classes préparatoires, et j'ai été accepté à Louis-le-Grand, j'ai été accepté au lycée du Parc à Lyon. Donc Mhm. j'ai fait mes études au lycée du Parc à Lyon. Bref, le fait de venir d'un petit lycée de province n'a posé aucun problème. Une Ce quinzaine qu'on d'années. oublie aujourd'hui, hein. On Tout à oublie que fait. c'était possible parce que oui, oui, allez-y. 15 ans plus tard, je me retrouve avec une classe de terminale S exceptionnelle au regard de ce que j'ai pu voir les années précédentes, avec notamment un trio de filles absolument hallucinantes. Euh, je pense qu'il s'agissait de jeunes filles qui étaient meilleures que moi je ne l'étais à l'époque. Ah oui, Donc, c'est des choses qui peuvent arriver en mathématiques. On peut tomber sur des élèves qui ont une finesse, une intelligence qui peuvent parfois surpasser la vôtre. Bon, j'avais des connaissances en plus, heureusement, pour ah, pouvoir c'est drôle ça, oui, enseigner. oui, C'est des choses qui bien peuvent sûr. arriver. Je me suis Donc 3 senti, excellentes élèves, oui, oui. je me suis senti obligé, vu les moyennes de classe très hautes dans toutes les disciplines, pour l'ensemble de la classe, etc. Parce que, bon, un certain laxisme ambiant fait que les moyennes de classe étaient très hautes, Mhm. plus qu'à mon époque. Je me suis senti obligé d'appuyer leur candidature dans les mêmes lycées avec Où vous étiez force. allé donc, Oui, notamment le lycée du Parc, c'est ça? j'ai dû justifier, Mhm. enfin, je me suis forcé à justifier que j'avais donc traité du hors-programme avec ces élèves spécifiquement, que je les avais formés à part sur mon Mhm. temps, etc. Et ça n'est pas passé. C'est-à-dire que ces élèves qui étaient littéralement stratosphériques ont dû se contenter d'une bonne prépa de province, mais pas ces lycées qui font partie du top 5, top 10 national. Donc ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que non seulement il y a un délitement de la méritocratie républicaine, mais qu'en plus,
les raisons pour lesquelles elles ne sont pas passées font qu'on en arrive par cet Oui, délitement méritocratique à une forme d'entre-soi, c'est ça? C'est-à-dire que ces c'est simple. établissements ont Oui, privilégié des lycées ou des établissements partenaires, ou je ne sais pas comment les appeler, de leur oui, réseau, plutôt qu'à l'ancienne, on va dire, oui. les meilleurs. Mais je ne peux pas leur en vouloir. L'enseignement tel qu'il est enseigné, tel qu'il est pratiqué, pardon, dans certains grands établissements, de la capitale ou de grandes villes de province est indéniablement meilleur parce qu'on autorise les professeurs dans ces établissements à traiter notamment de hors programme. D'accord, donc en Heu, fait, elles ont été victimes, oui, alors je ne sais pas s'il faut parler d'une et forme de il y laxisme, a mais en tout 15 cas ans, du oui, renoncement de certains établissements, moins tout à fait. prestigieux. Ah d'accord. Et il y a 15 ans, nous étions 2 ou 3 dans notre petite ville à pouvoir intégrer les plus grands lycées parisiens en mathématiques. Nous étions les meilleurs de notre ville. Mmh. Les 3 mêmes élèves 15 ans plus tard n'ont pas Non, pu y pas aller. plus. Entendu, tout à fait. Bon, écoutez, je pense que ça, c'est quand même un témoignage important. J'espère qu'on l'entendra, parce que c'est ce qui alarme beaucoup des collègues qui nous ont rejoints, qui ont rejoint les profs avec Zemmour. Contrairement à l'image qu'on peut en avoir, c'est aussi par une préoccupation, par un sens de l'injustice qui est faite à nos élèves et aux meilleurs de nos élèves, d'où qu'ils viennent, justement, par résultat d'une idéologie à l'œuvre à l'école depuis longtemps, sur lesquelles on reviendra peut-être à la fin de cette émission. Pour l'instant, je souhaiterais que nous entrions dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans votre article. Et premièrement, en partant du constat. Alors, il y a une phrase en introduction de votre article qui est quand même frappante et qui dit tout, il me semble, mais alors je voudrais d'abord savoir si elle n'est pas exagérée. Alors, ça peut sembler naïf, mais je pense que beaucoup de personnes vont être surprises en entendant et vont se demander, mais enfin, là, c'est pas possible, ils exagèrent. Et voici quelle est la phrase d'introduction. Alors qu'il y a encore 30 ans, notre enseignement des mathématiques était universellement reconnu comme étant l'un des meilleurs au monde, nous sommes aujourd'hui classés dernier des pays de l'Union européenne et avant-dernier des pays de l'OCDE, derrière le Kazakhstan. Alors, Monsieur Bezoukov, c'est une exagération ou c'est une réalité? Est-ce qu'on a chuté à ce point et est-ce que c'est possible qu'un pays, en 30 ans, passe de la tête du peloton au dernier élève de la classe? Ben, écoutez, c'est malheureusement les faits, c'est la réalité. Et je comprends que vous soyez choqués et que les auditeurs puissent l'être. Je peux vous dire que ceux qui en sont le plus choqués, ce sont les étrangers. Mmh. Quand on Expliquez-nous. parle, donc moi j'ai la chance de converser avec beaucoup de collègues à l'étranger, en Asie et en Amérique du Nord d'ailleurs en particulier, et ils sont effarés de cette destruction de l'enseignement des mathématiques en France parce qu'il était admiré dans le monde entier. Je vais vous donner une anecdote qui m'avait rendu particulièrement fier. C'était Je au vous en début prie, allez-y. Oui. de ma carrière, c'était au début des années 2000. J'avais la chance à ce moment-là de faire partie de l'université de Princeton. Et Mhm. quand j'arrive là-bas, jeune chercheur, prometteur, tout de suite, je suis à la table de très grands scientifiques et ils me posent des questions sur mon parcours, etc. Et immédiatement, les gens disent ah, c'est que vous venez du système français qui est exceptionnel, on le voit, en particulier pour l'enseignement des mathématiques, c'est extraordinaire. Bon, et là, je parle à des très grands scientifiques de Princeton, hein, qui Mhm. étaient admiratifs devant le système donc français, la qualité, à la fois le fait que tous les élèves pouvaient recevoir cette qualité et le niveau qui était remarquable. Bon. 20 ans plus tard, avec plus ou moins les mêmes personnes et toujours dans le même lieu, je leur Mhm. explique ce qui se passe et c'est l'atterrement. Parce que eux-mêmes commençaient à en avoir entendu parler, mais ils n'en voyaient pas encore trop les conséquences, vous voyez, parce que les scientifiques français, bon, connus, ont souvent un certain âge et il y a un délai, disons, entre la destruction Un décalage, oui, oui. voyez, et le ressenti à l'international. Il y a au moins 20 ou 30 ans de délai. Voilà. Et là, il commençait à le ressentir et c'était une tristesse que je lisais dans les yeux de mes collègues en disant mais c'est pas possible, ce qui se fait de mieux au monde a été abîmé, alors que eux-mêmes, je pense en particulier aux États-Unis, ils avaient tout fait justement pour que le système s'améliore, parce qu'ils étaient très très loin du système français. Mhm. Et il y avait beaucoup de problèmes d'hétérogénéité, de niveau et aussi de qualité, mais ils ont œuvré en fait pour l'améliorer. Et aujourd'hui, dans les tests,
aussi incroyable que cela puisse paraître, le niveau moyen des étudiants en mathématiques aux États-Unis est meilleur qu'en France. Mais alors attendez, rassurez-nous, que l'enseignement secondaire, l'éducation nationale, soit une catastrophe dans l'effondrement du niveau en mathématiques, on va le voir tout à l'heure. Mais est-ce qu'au moins, du point de vue de la recherche, on a réussi à sauver les meubles, comme vous êtes enseignant-chercheur, parce qu'on Oui, entend quand même régulièrement dans les médias des noms français associés avec des médailles Fields, par oui, exemple. absolument. Alors écoutez, moi je veux pas paraître exagérément pessimiste, mais je vais juste vous dire la vérité. La vérité est que il existe toujours une école française de très très haut niveau, mais Mhm. que elle puise dans un vivier de jeunes qui a été dont la taille a été divisée par 4 ou 5. Et ça, je le tiens de mes collègues. Mhm. C'est-à-dire que avant, on recrutait les meilleurs partout. Aujourd'hui, on recrute les meilleurs dans un petit nombre de lycées. Oui. Donc vous avez toujours des étudiants extraordinaires qui vont sortir de Louis le Grand, etc., et d'autres lycées prestigieux de la région parisienne, on va dire, pour faire court. Mhm. Par contre, les gens qui viennent de province et de petits lycées, ceux-là, on ne les détecte plus. Vous voyez? Et j'en Donc ça parle, rejoint le constat que bien Jean sûr, Montré faisait juste avant. Ah, Mhm. bien c'est sûr. même exactement le même constat. Bien Mhm. sûr. Donc, je peux vous donner des informations, par exemple, sur le concours d'entrée à l'école polytechnique. On me disait avant, vous aviez tous les ans une trentaine d'étudiants exceptionnels qu'on voyait à l'oral, qui étaient des gens qui savaient tout faire, qui étaient bon, hors normes. Ben, aujourd'hui, il y en a peut-être plus qu'une dizaine. Oui. Donc, ils Mhm. existent toujours, mais vous en avez beaucoup moins. Et pourquoi? C'est la raison que j'ai expliquée avant. Voilà. C'est le fait D'accord. que le recrutement ne se fait plus, je dirais, sur tout le pays. Il se fait que sur les zones privilégiées, de gens privilégiés, souvent d'origine privilégiée, qui sont bien sûr en eux-mêmes exceptionnels, mais qui ont aussi eu la chance d'aller dans des écoles qui leur ont permis de réaliser leur potentiel. Mhm. Ça, c'est Donc, évident pour tout le monde. donc effectivement, avant de réfléchir aux solutions ou aux réformes à faire à l'école française, il faut quand même prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe. Donc là, on a parlé du secondaire, on a parlé de la recherche en mathématiques françaises. Jean Montré, il y a quelques anecdotes que vous m'aviez racontées en préparant cette interview qui m'avaient intéressé parce qu'elles montraient que ce recul du niveau en mathématiques euh, est bien plus large que simplement l'école ou la recherche et affecte également la société sur des choses auxquelles on ne pense pas habituellement. Et vous m'aviez Oui. parlé de choses aussi diverses que peintre bâtiment, infirmière, je crois, dans votre anecdote. Alors je vous laisse les re-raconter pour nos auditeurs. Je trouve que on n'y pense pas suffisamment à l'ampleur de cette onde de choc. Oui, alors rien d'exceptionnel, mais il est vrai que récemment, bon, c'est ma vie, mais récemment, j'ai effectivement eu un peintre qui est venu travailler un petit peu chez moi pour rénover quelques pièces. Et il discutait avec moi, c'était lui-même pas une personne d'une instruction extraordinaire, mais il était absolument halluciné que les stagiaires qu'il avait eus récemment étaient littéralement incapables de calculer les quantités de peinture. Et pourquoi ils étaient incapables? Parce que la proportionnalité ne leur parlait pas et que la géométrie la plus élémentaire, c'est-à-dire en particulier pour la peinture en bâtiment, la notion d'aire d'un rectangle, était trop compliquée. Mhm. Par conséquent, bon, il estimait que c'était lamentable et il ne comprenait pas ce qui se passait. Et vu que j'étais professeur, vous imaginez que c'est moi qui ai reçu le témoignage avec une petite once de reproche, ce qui a entraîné une discussion très intéressante avec cette personne. Les problèmes sont les mêmes dans les milieux médicaux, Mhm. les infirmières expérimentées qui ont bien les pieds sur terre, qui savent se débrouiller avec les nombres tout à fait correctement, et donc faire, si j'ose dire, des mathématiques utilitaires de manière sinon virtuoses, au moins parfaitement exécutées, sont très étonnés de voir des jeunes infirmières fraîches et moulues de l'école, avec des esprits frais, débarquer et être littéralement perdus dans des dosages médicamenteux, ce qui est quand même problématique au niveau médical. Mhm. Et ce Euh, genre d'exemple ne manque pas. Absolument. Bah alors, je crois que là, nos auditeurs ont le tableau d'ensemble. J'aurais aimé évoquer quelques sujets, on y reviendra si on a le temps, notamment sur l'école française d'avant, c'est-à-dire dans votre article, vous revenez assez longuement sur quel a été l'enseignement
sous la Troisième République des mathématiques et comment est-ce qu'on est arrivé à avoir un enseignement redoutablement performant. François Bezoukov nous expliquait auparavant la réputation des chercheurs français et notamment, vous parlez dans votre article du nombre de noms. Alors peut-être mentionnons simplement ça, parce que je crois que là aussi, nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais une phrase qui m'a frappé, vous expliquez dans votre article, François Bezoukov, pour souligner cette importance de la recherche française, le nombre très important de patronymes français dans la dénomination des grands théorèmes qui sont au programme ou qui ont compté dans la recherche. Écoutez, ça, c'est simplement le fait que vous voyez que la France, au moins depuis l'époque de la Renaissance, ça a été l'un des phares intellectuels de l'Occident et du monde entier. Ça n'est pas que dans les sciences ou que dans les mathématiques, en réalité. Parce que tout est lié. C'est très important de comprendre ça. Alors, allez-y, expliquez-nous, oui. Vous voyez, je pense que quand vous avez un pays qui est sûr de lui-même, qui avance et qui brille, il le fait dans tous les domaines. Et bien sûr, au sommet de la pyramide, vous avez les domaines de l'esprit que sont la littérature, les arts, les mathématiques et les sciences. Tout ça est lié. Et le fait que la France ait ce rôle, ait joué ce rôle éminent au niveau intellectuel pour l'Occident, évidemment, ça se retrouve dans les mathématiques. Donc, on est très fiers de nos mathématiciens. On cite des grands noms comme Pascal, comme Laplace, Cauchy, etc. Évidemment, donc c'est des noms anciens, hein, c'est des mathématiques anciennes, et ça s'est prolongé. Pour être plus proche de nous, au XXe siècle, vous avez Poincaré, qui est considéré comme peut-être le plus grand mathématicien du XXe siècle, ou l'un des 2 ou 3 plus grands mathématiciens du XXe siècle. Encore plus proche de nous, vous avez des gens tout à fait hors normes, comme Jean-Pierre Serre, Alexandre Grothendieck, etc. Donc, les très, très grands noms en mathématiques, il y en a beaucoup, c'est vrai, de français. Et on pourrait dire pareil pour les sciences en général, hein, pour les sciences physiques aussi, etc. Bon. Donc ça, c'est très important. Et c'est le sommet de la pyramide, si vous voulez. C'est aussi ce qui, pour les jeunes, peut donner de la motivation, peut donner, voilà, ce sont des exemples. Ce sont des exemples à suivre. Et en France, on a beaucoup d'exemples. C'est un plus, c'est sûr. C'est une force qu'on a. Très bien. Jean Montré, alors... Peut-être que je peux te dire un mot. Allez-y. Il faut aussi avoir conscience de la fragilité de tout ça. C'est le très haut niveau, il est souvent fondé sur des écoles de pensée, quelques personnes exceptionnelles qui transmettent une manière de faire, une manière d'approcher les problèmes de génération en génération. Vous pouvez très rapidement détruire ces choses-là. Ça repose sur les épaules de quelques personnes, plus de collaborateurs brillants qu'ils ont autour d'eux. Mais le jour où il n'y a plus de jeunes qui arrivent, où les jeunes partent à l'étranger, vous pouvez en quelques années détruire complètement des choses extraordinaires, même si elles ont existé pendant des décennies avant. Alors c'est extrêmement important ce que vous nous dites là, parce que si je comprends bien, non seulement on est victime un peu d'une illusion d'optique qui est de croire que ce qui est acquis, alors que pas forcément, c'est fragile. Et ensuite, si je relis ça à ce que vous nous avez expliqué au départ, c'est-à-dire que la tendance en cours en France actuellement de réduction du vivier est extrêmement inquiétante, alors, puisque bien sûr. Et vous voyez, je ne parle pas, là on a parlé un peu de la recherche peut-être de haut niveau, mais c'est pareil évidemment pour les ingénieurs. Tout à fait. Donc on parle beaucoup du fait essentiel qu'il va falloir réindustrialiser la France, mais cette réindustrialisation, elle ne se fait pas à coup de baguette magique, elle est fondée, le génie industriel français, il a toujours été fondé sur le génie de ses ingénieurs, et pour les ingénieurs, c'est pareil. Ça demande une formation de haut niveau en mathématiques et en sciences qu'on a plus, en réalité. Très bien. Alors, on va demander justement à Jean Montré de réagir à ça, puisque je rappelle que vous êtes ingénieur de Super-Héros, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Donc, est-ce que ça vous semble faire sens, ce que nous explique François Bezoukov ? Écoutez, nous subissons actuellement une véritable translation vers le bas de l'intégralité du niveau en mathématiques, de l'intégralité des élèves au secondaire. Notamment au secondaire, hein, mais les choses démarrent au primaire, bien sûr, et se retrouvent à l'université. Et je parle bien de translation. Je m'explique. On a souvent cette tendance à penser que, et c'est ce que, par exemple, quelqu'un comme Cédric Villani dit, les bons, il y en aura toujours.
Oui, mais comme le fait remarquer mon collègue François, oui, enfin de moins en moins, le vivier se tarit. Pourquoi se tarit-il? Parce que l'intégralité de nos élèves se déplace vers le bas. Alors la chose est déjà bien engrangée, on arrive maintenant au plus bas du plus bas. Les jeunes universitaires, enfin les jeunes bac plus zéro qui arrivent ont subi la réforme de Najat Vallaud-Belkacem au collège, la réforme du lycée, plus les années Covid. Vous Mhm. imaginez que les choses s'aggravent. Et effectivement, le vivier est en train de se tarir. C'est-à-dire que nous avons des élèves, il en existe toujours, des élèves intelligents, de bonne composition, motivés, et qui sont gâchés par des programmes absurdes, des pratiques absurdes. Mhm. Et je tiens à dire que les principaux responsables ne sont pas les professeurs du secondaire, mais les gens qui leur donnent des consignes et qui leur mettent une pression assez forte pour que certaines pratiques soient effectuées, au risque de passer pour un crypto-fasciste ou un crypto, je ne sais pas comment vous dire, enfin un Mhm. passéiste de l'enseignement des mathématiques. Et Alors, malheureusement, bah, on en arrive à avoir effectivement des élèves sous-formés dans toutes les branches des mathématiques, qu'il s'agisse oui. du calcul, du raisonnement, et même les bons Alors, on va, sont en train de baisser. on Oui. va revenir juste après sur les causes justement de cette catastrophe actuelle que vous venez d'évoquer. J'aurais voulu que nous nous arrêtions un instant sur le lien qu'évoquait François Bizoukoff entre l'enseignement des mathématiques, l'ingénierie, le travail des ingénieurs, le Ben oui, niveau des ingénieurs. Et en fait, bien sûr. alors c'est une question qui s'adresse à vous deux. Vous, Jean Montré, par rapport à votre Mmh. formation d'ingénieur, quel lien voyez-vous entre justement la chute du niveau mathématique et l'avenir de la France du côté de la recherche dans l'ingénierie? Et peut-être après, François Bezoukoff, je crois savoir que la physique est également l'un de vos centres d'intérêt. Et peut-être pourrez-vous nous dire également quelles conséquences cette chute en mathématiques a dans la recherche dans les autres champs disciplinaires scientifiques et également dans la recherche et développement du pays. Alors, Jean Montré, je vous laisse la parole peut-être pour dire un mot sur cette question tout d'abord. Donc, le Alors lien entre les François, mathématiques tout et tout à l'ingénierie. fait. François Bezoukoff a parlé tout à l'heure du haut du panier, c'est-à-dire les quelques absolument exceptionnels mathématiciens qui finissent donc évidemment dans la recherche et dans les plus grandes récompenses internationales. Mais il ne faut pas oublier le corpus des bons, voire très bons mathématiciens qui formaient donc justement le gros de la population des futurs ingénieurs en France au travers d'écoles prestigieuses, les mines, etc. C'est-à-dire d'excellents mathématiciens, peut-être avec une approche un peu plus technique et plus formés, disons, aux mathématiques pour l'ingénierie, et ceci allant évidemment avec l'informatique et les sciences physiques. C'est-à-dire des scientifiques généralistes très bien formés. Mhm. Le niveau en prépa est actuellement en train de baisser à cause du vivier, hein, comme on a expliqué. Tout à l'heure, oui. Le niveau des concours d'école d'ingénieurs baisse également, puisque même si les sujets sont toujours de très bonne tenue, les écoles sont bien obligées de faire quelques compromis pour pouvoir remplir leurs effectifs. Et par conséquent, je soutiens que dans des écoles peut-être un petit peu moins prestigieuses, on arrive maintenant à rentrer avec un niveau en mathématiques qui aurait été considéré comme très faible il y a encore 30 ans. Mhm. Donc, avec des C'est-à-dire qu'on conséquences directes sur on peut le niveau. devenir ingénieur maintenant avec un niveau en mathématiques qui est finalement extrêmement basique, voire lacunaire. D'accord. Je confirme. Alors, François Bizoukoff, est-ce que la France doit s'inquiéter quant à l'avenir de sa recherche dans les autres champs disciplinaires scientifiques? Donc, je précisais auparavant que la physique était justement l'un de vos centres d'intérêt, l'une de vos spécialités. Oui. Bah, écoutez, puisque vous me posez cette question, je vais vous rappeler une citation de Galilée qui est très connue, mais qui va tout résumer. Je l'ai relue ce matin en préparant cette interview Mhm. et elle m'a marqué par l'acuité et la pertinence pour aujourd'hui. Donc je vous la lis. Elle est un tout petit peu longue, mais je pense que ça vaut le coup On se concentre, on vous écoute. Alors voilà ce que Galilée écrit dans l'Essayeur en octobre 1623. Donc la philosophie pour lui, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être la physique ou les sciences en général. Mhm. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui continuellement reste ouvert devant les yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si d'abord on ne s'exerce pas à en connaître la langue
et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit dans une langue mathématique. Et les caractères en sont les triangles, les cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est impossible humainement d'en saisir le moindre mot. Sans ces moyens, on ne fait qu'errer vainement dans un labyrinthe obscur. Donc c'est Galilée. Ah, c'est très beau. 23, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, on peut dire c'est le créateur de la science moderne, Galilée. Et ce qu'il dit à la fin, mais c'est exactement, je pense, ce que vivent nos jeunes aujourd'hui qui essayent d'apprendre les sciences au lycée. On erre vainement dans un labyrinthe obscur. La suppression, si vous voulez, du niveau en mathématiques, l'affaissement du niveau en mathématiques, a entraîné en particulier une démathématisation quasi totale de l'enseignement des sciences, et en particulier des sciences physiques. Qui sont transformées en études de texte au lycée, hein, il faut quand même le dire. C'est devenu une étude de texte, en fait, on est revenu à une époque pré-galiléenne de l'enseignement des sciences. C'est effarant. Absolument. Que les gens qui ont formé les programmes ne connaissaient certainement pas Galilée ni cette citation, et ils ont mis en place un système dans lequel ne font qu'errer vainement dans un labyrinthe obscur. C'est exactement ça. Donc c'est une étude de texte, une suite de formules, de lois qui n'ont aucun sens, auxquelles on ne donne aucune cohérence. Voilà, c'est la science avant l'invention de la science moderne. C'est ça qu'on fait à l'heure actuelle au lycée. Alors, vous avez évoqué les gens qui ont fait ce programme, et je crois que, Jean Montré, vous avez parlé auparavant d'une responsabilité justement qui n'était pas celle des professeurs du secondaire, mais qui était une responsabilité qui venait d'en haut. Est-ce que vous pourriez tous les deux m'en dire un peu plus? Donc, on entre dans les responsabilités, dans les causes de cet effondrement. Alors, puisque vous le mentionnez, on peut, c'est une entrée aussi bonne qu'une autre, on peut commencer par ceux qui ont mis en place les différents abandons, les différentes réformes selon les points de vue que nous évoquerons après. Alors, qui sont ces personnes? Ce sont des chercheurs, des mathématiciens? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire et qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, c'est forcément difficile de donner des noms. Vous savez vous savez qu'en plus, ces personnes sont généralement assez anonymes. Ce sont des gens qui sont les fameux les rédacteurs de programmes. Et surtout, à la rigueur, ce ne sont même pas les rédacteurs de programmes, ça va être les formateurs de professeurs qui, notamment, forment les jeunes arrivants. Dans les inspects et les anciens UFM. J'ai notamment assisté à des réunions où les inspecteurs alignaient un certain nombre de poncifs extraordinaires. J'ai entendu un inspecteur expliquer que le fait d'avoir effectué un calcul avec une calculette constituait une preuve, et que j'étais bien naïf si je pensais que la calculette pouvait se tromper. Et puis, bien sûr, la chose dite avec un mépris souverain devant mon étonnement. Alors expliquez-nous, parce que pour un non-mathématicien, moi-même, je ne suis pas sûr de saisir le sens de l'anecdote. Expliquez. Non, mais quand un énoncé de bac demande de démontrer que tel calcul donne tel résultat, on attend de l'élève qu'il effectue ce calcul. Ah oui, d'accord. Si l'élève effectue le calcul en utilisant une calculatrice, il se repose sur la machine. Bon, ça fait partie des choses élémentaires. La machine est bien sûr là pour effectuer un certain nombre de choses. Je ne suis pas en train de dire qu'une machine à calcul est totalement inutile, bien au contraire. Mais en l'occurrence, voilà, ça vous donne une petite idée. J'ai entendu des inspecteurs justifier le fait que le niveau des élèves baissait. Donc déjà, c'était la première fois que j'entendais un inspecteur le reconnaître, parce qu'on a longtemps entendu que les élèves étaient meilleurs ou qu'ils savaient faire d'autres choses. Mais j'ai entendu un inspecteur me dire à l'Assemblée des professeurs rassemblés pour cette formation que si le niveau des élèves français était si bas dans les classements internationaux, c'est parce qu'on leur faisait faire trop de calculs et qu'on avait un enseignement trop ancienne mode. Oui, bon, alors ça entraînait un éclat de rire. Peut-être qu'on y reviendra juste après. Je vais laisser la parole à François Bizokoff, mais vous précisez effectivement dans l'article, il y a ce titre, le paragraphe qui est frappant, où vous écrivez « La mère de tous les reniements, l'abandon du calcul et de l'entraînement technique ». On y reviendra. Oui, est-ce que, François Bizokoff, est-ce que vous êtes d'accord avec la lecture de notre collègue sur les décideurs, on va dire? Alors, oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. On pourrait dire beaucoup plus.
Peut-être il y a 2-3 choses que je voudrais dire à ce propos, Je vous en prie. parce qu'on peut aussi peut-être nous le reprocher. Tout d'abord, est-ce qu'on pousserait l'idée qu'il faudrait refaire l'enseignement des mathématiques comme on le faisait dans les années 60 ou dans les années 70? C'est effectivement une question que j'allais vous poser. Très bien, J'en suis allez-y. Là, on pas en là. a parlé à plusieurs reprises, hein, Oui, 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 oui. et c'est souvent la critique qu'on fait aux gens qui veulent essayer de rétablir la situation, dire mais alors vous allez rétablir la situation en refaisant comme on faisait il y a 40, 50 ans, bon ça fait passéiste, ça fait même ridicule. Mhm. Et ben, la réponse que je veux donner à ça, c'est non. Clairement, personne ne veut revenir à l'enseignement des mathématiques comme on le faisait dans les années 60 ou 70. Donc il faut préciser les choses. Vous voyez, Allez-y. quand vous Mhm. faire quelque chose, il y a des principes sur lesquels on ne peut pas transiger. Quand vous faites de la science, vous le faites automatiquement par l'expérimentation objective, par des observations objectives. Ça, Galilée faisait sa science, on parlait de Galilée comme ça, il la faisait au XVIIe siècle de cette manière, on continue à la faire de nos jours de cette manière. D'accord ? Mhm. Évidemment, on ne fait pas la même science que Galilée. On n'en est plus à ce stade-là. Pour les mathématiques, c'est pareil. Vous avez un certain nombre de principes qui sont absolument impossibles à dépasser. Les mathématiques, c'est avant tout la science du raisonnement. Tout à Et fait. on ne peut pas faire des mathématiques sans apprendre à raisonner. Et pour raisonner de manière efficace, il faut de l'abstraction. Mhm. Donc ça, c'est le fondement de la discipline. Ces fondements ont été abandonnés. Donc ça, il faut y revenir. Mais il faut bien comprendre que Euclide, il y a 2000 ans, faisait déjà des mathématiques sur cette base-là, que la science moderne après Galilée a repris évidemment cette manière de faire, et que dans 1000 ans, on fera toujours des mathématiques sur cette base-là. Donc c'est pas être passéiste que de dire il faut remettre le raisonnement, la rigueur et donc l'introduction à l'abstraction progressive évidemment, mais ça doit être au cœur des choses. Mhm. Après, la manière d'enseigner, évidemment, va être différente. On a aujourd'hui des outils modernes qui peuvent être très utiles. On a aussi certains aspects des mathématiques qui ont pris plus d'importance que d'autres. Donc, on ne va pas refaire des problèmes de robinet comme on faisait dans les années 60, si vous voulez. Non. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout ça. Hein. Moi, je peux le dire vraiment en étant très sûr de moi, parce que comme j'ai passé ma vie à faire des choses aux frontières du savoir et de la recherche scientifique, Mhm. c'est certainement pas moi qui soutiendrai une vision passéiste des choses. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. C'est Alors, pas tout revenir à l'école des Mhm. années 60 et 70, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Alors, sans vouloir vous opposer du tout, mais je crois déceler une petite nuance entre vous deux qui me semble intéressante. Je vais vous dire pourquoi. C'est que précisément, vous venez de citer François Bezoukov, ces problèmes de robinet, que je laisserai, je laisserai à Jean Montré le soin de nous expliquer ce dont il s'agissait, mais c'est une expression que nos auditeurs connaissent peut-être, puisque on s'en sert souvent pour moquer les enseignants qui veulent revenir à un certain niveau d'exigence en mathématiques. Vous trouvez ça dans les journaux. Récemment encore, je ne sais plus quel responsable du gouvernement l'avait employé sur un ton ironique. Et je crois savoir, Jean Montré, vous me corrigerez si je me trompe, mais qu'on avait évoqué ce sujet, que vous trouviez quand même, en étant d'accord que ce n'est pas l'alpha et l'oméga des mathématiques, mais un intérêt à ces problèmes. Alors, qu'est-ce que c'était déjà à l'époque que ces problèmes de robinet et à quoi ça servait? Pourquoi pourquoi ça avait un intérêt? Alors, c'était des problèmes d'école primaire qui sont devenus, c'est vrai, un poncif, un mème, comme on dirait aujourd'hui. Mhm. Mais on ne faisait pas que des problèmes de robinet, il y avait également des problèmes de train. Bref, le principe était simplement de mettre une situation un petit peu basique. Vous avez une baignoire, il y a une fuite, vous perdez quelques gouttes chaque heure, un certain volume chaque heure, mais en même temps, le robinet est ouvert. À partir de quand ça va déborder? Voilà. Alors, sans rester dans cette thématique, certes un petit peu vieillotte, on peut tout à fait réhabiller ce genre de problème de manière plus moderne, et j'en suis C'est bien ça. persuadé. Oui. Néanmoins, le fond de ces problèmes était intéressant car ils obligeaient des élèves d'école primaire à faire plusieurs étapes de raisonnement, accompagnées de calculs pas forcément si évidents à ce niveau, pour arriver à une solution intelligemment présentée et réalisée. Autrement dit, il s'agissait de problèmes qui avaient cet avantage pédagogique et voilà, enfin
de faire en sorte enfin, de mettre en place, oui, des Mmh. réflexes calculatoires et de permettre le développement d'une pensée abstraite à partir d'un problème concret Alors chez les élèves. Alors, c'est devenu un petit peu moqué parce que c'est vrai que les énoncés sont un petit peu risibles aujourd'hui. mmh. Bon, c'était C'est ça. Non, systématiquement mais des histoires de lavabo. Bon, oui, voilà. la démarche, Et- je suis tout à fait d'accord avec ce que mon collègue vient de dire, hein. C'était un prétexte, et ça, il Tout faut à le Mmh. fait. garder, pour effectivement partir de quelque chose de très concret, ce qui est important au niveau du primaire, et développer à partir d'un problème concret la capacité à raisonner et à utiliser quelques outils, Alors, quelques c'est vraiment très intéressant puisque dans votre échange, là, je crois qu'émergent assez clairement 3 3 objets, trois causes de l'effondrement des mathématiques à l'école. Alors, vous allez me dire si je me trompe, mais vous avez cité les mêmes verbes dans différentes phrases et en tant que littéraire, je vois 3 choses se dégager: l'abandon du calcul, l'abandon de Ah oui. l'entraînement technique et l'abandon du raisonnement logique. Alors, dites-moi si je me trompe dans, les 3 causes principales ou en tout cas faisant partie des causes principales de l'effondrement du niveau. Alors, à titre personnel, j'inclus l'entraînement technique dans le calcul. C'est plutôt, j'inclus Oui, le oui. calcul dans l'entraînement technique, pour être exact. Alors, effectivement, les mathématiques, le but ultime de la discipline, c'est le raisonnement, l'abstraction, la capacité à résoudre des problèmes concrets ou non, et ensuite, éventuellement, à utiliser la discipline dans d'autres disciplines telles que la physique ou les autres sciences. Ça, c'est une chose. L'outil qui permet de parvenir à ces fins, de disposer d'une vraie liberté d'esprit, ça va être le muscle de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de l'esprit à, comment dire, pour expliquer une image, à ne pas fumer dès qu'il s'agit de raisonner. J'entends fumer au Mmh. sens où vous imaginez l'image de la personne Oui, rougeaude oui. en train de réfléchir avec une petite fumée au-dessus d'elle. Donc, le but du jeu est de repousser la limite qui vous force à avoir un esprit qui se fatigue. Tout ceci passe évidemment par le développement de réflexes et notamment d'outils qu'on appelle donc d'une manière générale le calcul, qu'il soit numérique, algébrique, etc. Bon, bref, des réflexes techniques qui peuvent s'apprendre par un entraînement régulier et qui donc vont muscler l'esprit et permettre ensuite justement aux élèves de disposer d'une vraie force de frappe et d'une sérénité quand il va s'agir justement de raisonner, puisque la partie un peu lourde constituée des calculs, elle, n'est qu'une formalité. Et alors Voilà. on a renoncé Et à ça. ça, On a ah bah, renoncé au le alors expliquez un calcul, peu eh bien, la pour les première auditeurs chose. qui ne sont pas professeurs de mathématiques et qui ont quitté les bancs de l'école depuis un certain temps. Comment ça, on a renoncé au calcul en maths? Ça semble incroyable quand on dit Ah ça bah, comme ça. je peux vous dire que c'est le cas. J'ai entendu des inspecteurs me dire qu'on peut être très bon en mathématiques sans être bon en calcul. Or, l'idée n'est pas d'être un calculateur prodige, hein, qu'on soit bien clair. Il faut disposer d'un minimum de muscles pour pouvoir faire du sport. Bon, c'est exactement la même chose en mathématiques. Et on a complètement fait disparaître ceci au motif fallacieux de rendre la matière plus attractive, plus amusante, plus dans le Oui, jeu. alors là, on retombe sur les grands poncifs, effectivement, de la rénovation pédagogique des années 80. Oui, je Tout à reconnais des fait. choses en tant que professeur de français, Et ça pour me donner parle. un et pour donner un exemple absolument concret, Allez-y. cette année, j'enseigne donc l'arithmétique, c'est-à-dire la science des nombres entiers, qu'on appellerait plutôt théorie des nombres, dans le milieu universitaire, à des étudiants de première année d'IUT, qui ont donc besoin de ceci pour faire de l'informatique. Et mon premier cours porte sur les 4 opérations. J'ai pu constater que l'addition était globalement maîtrisée, que plus de 50 de mes étudiants ne savaient pas poser une soustraction, que les multiplications, j'étais à 30 de personnes qui ne savaient plus, comment on les posait également, et la division était totalement inconnue. Ah, c'est incroyable. Donc on en arrive à voilà, il s'agit là de calculs qu'on effectue dès l'école primaire et qui normalement devraient être acquis pour toujours. Mhm. Et effectivement, à partir du moment où on ne pratique plus le calcul à l'école, ou de moins en moins, accompagné de plus en plus par des machines, on en arrive à des élèves qui sont finalement incapables de rendre les choses abstraites Mhm. simplement parce qu'elles sont bloquées dès que les choses doivent s'agencer entre elles. Or, les choses qui s'agencent entre elles en mathématiques, ce sont des calculs, des opérations. Oui, alors je crois que c'est très clair. Ouais, François ouais. Bezoukov, il y a une autre expression de votre article que j'aimais tout Attendez, simplement. je voudrais, si vous me Je permettez, vous en prie, allez-y si vous voulez rebondir réagir. sur ce que mon collègue vient de dire, qui est très vrai, juste pour souligner qu'il y a une analogie parfaite avec ce qui peut se passer aussi dans l'étude du français. Exactement. J'allais le dire. Voilà, parce que Avec la autant grammaire, vous donc, pensez au le renoncement de calcul, l'enseignement. voilà, Allez-y. le calcul, l'agilité
technique, c'est ce qui permet ensuite de pouvoir raisonner en mathématiques et c'est ce qui permet aussi de comprendre quand on fait des sciences, quand vous faites de la physique. Si vous êtes bloqué sur les calculs, ça vous empêche de réfléchir à l'essentiel, évidemment. Bon. Donc, vous n'avez pas le langage pour exprimer ensuite la pensée qu'on veut exprimer. Mais c'est pareil pour l'étude du français. L'effondrement du niveau dans la maîtrise de la langue française fait que nos jeunes ne sont plus capables de saisir et de jouir d'une grande œuvre littéraire aujourd'hui. Absolument. Vous voyez, Bon, et c'est exactement le même mécanisme. alors, je peux pas m'empêcher de saisir la balle au bond en une phrase pour nos auditeurs qui ne voient pas forcément ce qu'il y a derrière votre expression. Je clarifie avec un exemple. Je travaille Racine cette année avec mes élèves. Le fait qu'ils ne fassent plus de grammaire depuis l'école primaire, en fait, les empêche de comprendre un vers racinien, puisqu'il faut avoir comme une intuition de la syntaxe, puisque pour travailler la beauté du texte, Racine intervertit par exemple le COD avec met le COD au début du vers, ce genre de maniement tout simple, mais si on ne sent pas, si on ne s'est pas entraîné à la syntaxe, si on ne s'est pas musclé un peu le cerveau, comme vous disiez, j'en montrais auparavant, impossible de comprendre. Je m'interromps là, je vous laisse poursuivre, Ouais. François Bezukhov. Oui, non, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est cette idéologie qui, en privant les élèves de muscles, j'aime bien cette expression de mon collègue, c'est exactement ça, les a empêchés, les empêche en fait de pouvoir profiter des sujets et des vraies choses intéressantes dans les disciplines qu'on essaye de leur enseigner, ou plutôt qu'on a abandonné donc de leur enseigner. Tout à fait. Alors, Je disais, on fait de la physique pré-Galilée, parce que sans mathématiques, c'est comme si vous faisiez du français sans maîtrise de la langue française. Et l'institution refuse absolument de reconnaître ce fait, à savoir que la principale cause, ou en tout cas la première cause, la cause première de l'effondrement du niveau en mathématiques, c'est le refus de faire du calcul systématique avec les élèves, et notamment du calcul écrit, parce que finalement, il nous est assez recommandé de faire des activités mentales qui ne sont pas une mauvaise chose. J'observe que les élèves ne calculent pas si mal mentalement, mais par contre, dès qu'on est sur du calcul écrit, qui permet réellement d'aller loin en calcul, qu'il s'agisse de calcul algébrique ou numérique, les choses sont extrêmement difficiles et empêchent tout progrès. Et c'est pour cela, par exemple, que les sciences physiques s'effondrent aussi et se transforment en études de texte, parce que les professeurs de physique n'arrivent plus à faire face à des contingents d'élèves totalement sous-formés en calcul. Oui, alors justement, sur la rédaction, vous employez une expression plutôt un fait que j'ignorais, il n'est jamais trop tard pour apprendre, et que j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait une spécificité en France traditionnellement dans l'enseignement mathématique qu'on nomme le raisonnement mathématique à la française, et vous nous dites dans votre article qu'il découle, ce raisonnement mathématique à la française, des écrits des grands mathématiciens du XVIIe siècle, Pascal en tête, et qu'on avait renoncé également, que c'était une victime collatérale des mathématiques institutionnelles aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez rapidement en dire un mot avant que nous passions peut-être aux solutions que vous auriez à proposer? Alors, qu'est-ce que c'est que ces raisonnements mathématiques à la française? Bon, déjà, le raisonnement mathématique est quelque chose quand même d'universel, donc vous pourrez trouver du raisonnement mathématique parfaitement audible, originaire de n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue, à partir du moment où c'est bien rédigé. Mais c'est vrai que la France, pays littéraire également, a vu des auteurs qui étaient à la fois des littéraires et des scientifiques, tels que Pascal, par exemple, proposer des écrits mathématiques très agréables. Si vous avez l'occasion de tomber une fois sur le traité du triangle arithmétique, vous pourrez constater que la prose est particulièrement élégante, avec les fameuses terminaisons d'ailleurs qui sont un petit peu restées, ce qu'il fallait démontrer, CQFD, et des raisonnements d'une manière générale très bien exprimés. Et Parce il est que vrai justement, que... je crois que le lien est avec la démonstration, c'est ça? Si j'ai bien Tout à compris fait. Et une démonstration dans le style du XXe siècle, du XXe siècle, des années 50, par exemple, une époque où en tout cas les mathématiques marchaient bien en France. Il y avait une manière très rigoureuse, mais à la fois assez littéraire de s'exprimer, de bien présenter les choses, d'accompagner avec le bon dessin au bon moment, et si possible de faire émerger des idées élégantes qui peuvent d'ailleurs privilégier une solution non calculatoire qui sera vécue comme encore plus jolie qu'une solution calculatoire. Bref, une manière un petit peu formelle, il est vrai, de rédiger, mais qui avait
beaucoup d'intérêt. Par exemple, nos amis anglo-saxons sont beaucoup moins rigoureux que nous dans l'écriture de la géométrie à l'ancienne, même si malheureusement on ne fait plus assez de géométrie à l'ancienne. Par exemple, ils vont désigner par les lettres O et M, OM, la longueur OM, le segment OM, la droite OM, bref, tous les objets qu'on peut imaginer avec 2 points, alors qu'en France, on faisait attention à être très rigoureux. Alors, on pouvait mettre OM avec des crochets, OM avec une barre au-dessus, OM avec une flèche au-dessus, OM avec des parenthèses autour. Et toutes ces choses-là, toute cette manière de rédiger, à la fois très élégante et aussi très rigoureuse, amenait aussi à une structuration de l'esprit et à une manière assez littéraire de voir les mathématiques. Chose Bon, totalement perdue maintenant où les élèves ne Mais- maîtrisent plus le français et en plus sont perdus dans le raisonnement et dans les calculs. Mais vous voyez, c'est quelque chose qu'on dit dans l'article qui est important, c'est que c'est le langage qui structure la pensée. Et là, on est en train de découvrir que le français, qui est une langue qui est une langue, disons, beaucoup plus précise que l'anglais, Oui. eh ben, a structuré aussi la pensée des mathématiciens français par rapport aux anglo-saxons. Et cette recherche de précision extrême, d'esthétique, de pureté, je dirais, et de simplicité dans l'écriture des mathématiques en France, je pense qu'elle est aussi reliée à la structure de la langue française, et c'est ce qui a fait la singularité et la qualité extraordinaire de ce qui est venu de France. C'est quelque chose de singulier et de différent de ce qui a pu se faire ailleurs. Et il y a une beauté, c'est vraiment une beauté esthétique dans le raisonnement pur et précis qu'on peut trouver en mathématiques. Et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'en tout cas, pour moi, dans mon cas personnel, mais je pense que tous les gens qui vont être sensibles aux mathématiques, les jeunes qui, à un moment donné, vont se rendre compte qu'il y a dans cette discipline plus que simplement, justement, peut-être des calculs ou un but utilitaire. Ils vont se rendre compte qu'en réalité, c'est une très haute discipline de l'esprit, et c'est à travers cet aspect, j'allais dire, presque artistique de la discipline, cette beauté, qu'ils peuvent devenir passionnés et découvrir leur vocation. En tout cas, moi, je dois dire que c'est comme ça que ça s'est fait. Très bien. Alors, nous avons parcouru, là, au cours de cette heure, la catastrophe, l'état dans lequel l'école et les mathématiques françaises étaient. On vient d'évoquer un certain nombre de causes. On aurait pu parler également du sous-calibrage des programmes qui sont souvent avancés par nos collègues. Je vous laisserai en dire un mot si vous voulez juste après. J'aimerais que nous abordions néanmoins bien les solutions, parce que le titre de cet article est un peu fort, réquisitoire contre les fossoyeurs d'une excellence française, mais je crois avoir compris que l'idée, quand même, c'était de retrouver cette excellence française. Alors, comment on fait? Donc, je vous laisse répondre, François Bezoukov ou Jean Mentré. Écoutez, donc comment on fait? Le chantier est immense. Ça ne va pas être un redressement qui va se faire même sur un seul quinquennat. Il faut quand même avoir conscience. On n'est pas complètement utopiste. Ça va être un travail de long terme. Il y a bien sûr la possibilité de rétablir des programmes qui soient cohérents et de qualité. C'est la première chose. C'est la première chose. Donc ça, c'est le fondement. Mais il y a aussi la formation des professeurs, le recrutement des professeurs. On sait bien qu'on a de grandes... Alors ça, c'est un problème de fond, oui. C'est un problème de fond. Comment redonner la vocation à des jeunes qui sont bons en mathématiques, en sachant que quand on est bon dans cette discipline, quand même, les perspectives de carrière sont très larges. On peut aller travailler dans des banques, dans des assurances, dans énormément de choses très lucratives et aussi intéressantes. Donc, comment on va pouvoir attirer des mathématiciens de valeur pour enseigner? Alors, vous allez dire, à mon avis, il y a deux piliers. Bien sûr, il y a la revalorisation des carrières et la place du professeur dans la société. Donc ça, c'est clair que c'est très important, c'est un pilier. Et il y a le pilier aussi de rétablir l'école dans son souci de transmission des disciplines et du savoir. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont écœurés, non pas tellement par leur salaire, ils le savaient peut-être que le salaire allait pas être terrible, mais quand vous avez fait déjà un gros sacrifice sur votre salaire et sur donc la carrière, disons les conditions matérielles, et que vous rendez compte qu'en plus, vous ne pouvez pas transmettre la discipline qui vous passionne, et qu'en fait, on vous demande de faire un travail, pour être un peu vulgaire, de cochon, c'est évident
que on se désespère et on abandonne. Donc là, on peut agir assez rapidement sur cet aspect des choses, en redonnant l'envie aux bons mathématiciens de transmettre, parce qu'ils sauront qu'ils seront soutenus et qu'ils vont pouvoir transmettre cette merveilleuse discipline aux jeunes. Ça, voilà, je pense que donc c'est les deux piliers. La carrière et remettre la transmission de la discipline au cœur des préoccupations. Oui, à partir du moment où à partir du moment où les professeurs de mathématiques auront à nouveau la possibilité d'enseigner correctement les mathématiques, j'ai envie de dire que ceux qui sont consciencieux vont un petit peu redresser la tête et retrouver le plaisir de le faire. Parce que quand vous avez un certain nombre de chapitres dans les programmes ou de manières de faire qui sont clairement contre-productives, mais que vous risquez un ostracisme professionnel si vous ne les pratiquez pas, ou qu'on vous fait des reproches à demi-mot. Bref, quand on vous force à faire les choses comme des cochons, justement, effectivement, les vocations s'en vont. Et on voit bien d'ailleurs que le CAPES de mathématiques est quand même un concours passablement déserté par passablement déserté tout court et a fortiori par les bons candidats. D'ailleurs, il suffit de regarder les épreuves. Moi, j'ai été sidéré l'année où je l'ai passé. J'avais travaillé sur des annales, tout simplement pour vérifier que j'étais au point. Je pensais que c'était un concours parfaitement accessible pour moi, ce qui était effectivement le cas. J'ai passé l'agrégation qui est quand même d'un niveau supérieur. Mais néanmoins, voilà, j'avais constaté, en travaillant sur des annales, des épreuves de bonne qualité, pas si faciles à faire dans les temps, avec des questions en fin de sujet qui étaient même des belles questions. Bref, de belles épreuves de mathématiques Bac+3. Et l'année où j'ai passé le CAPES, en 2012, j'ai pu découvrir une épreuve Bac+6 mois, extrêmement pauvre. J'ai rempli 10 copies doubles sans même poser un brouillon. Enfin bref, j'étais sidéré de l'effondrement du niveau des sujets déjà. Sans compter la nouvelle réforme du CAPES qui arrive, qui va encore limiter le nombre d'épreuves et donner à nouveau la part belle à des fumisteries telles que la didactique évaluée en 20 minutes d'oral, alors qu'on a une année de stage juste après pour le faire, vous comprenez ? Donc il s'agirait absolument de vérifier que les professeurs ont des choses à transmettre et ensuite de leur demander de le faire. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne sont faits. Alors peut-être que rapidement, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de dire un dernier mot sur l'avenir de la France qui se joue à l'école, c'est le dernier titre de dernier sous-titre de votre article. Je me dis que on a évoqué beaucoup de choses, mais si vous pouviez ressaisir en quelques phrases ou en quelques idées, ce qui serait chacun, selon vous, un bon enseignement des mathématiques. Alors là, c'est une question que je pose. C'est une dédicace à mes collègues de mathématiques, à ceux qui nous écoutent et qui, pour certains, vraiment, j'imagine, ont presque soit n'ont pas connu ce dont vous venez de parler parce qu'ils sont passés par l'INSPE, l'IUFM et la doxa actuelle. Voilà, pour vos collègues de mathématiques et pour les étudiants en mathématiques, les personnes qui s'y intéressent, qu'est-ce que serait un bon enseignement des mathématiques ? Qui commence ? Alors, François Bezoukov. Alors, écoutez... Quelques idées simples. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de notre échange sur, bon, voilà, on a développé beaucoup de causes, mais un bon enseignement des mathématiques, ça reposerait sur quoi, simplement, par rapport à aujourd'hui ? Concrètement, je crois que c'est très simple. C'est remettre l'entraînement technique en valeur pour permettre, comme on dit, pour permettre simplement aux élèves d'avoir les moyens ensuite de profiter et de rentrer dans le cœur de la discipline. Donc c'est très important, ce qu'on appelle le calcul au sens large. Il est nécessaire d'avoir des exercices qui se répètent, de s'entraîner, d'avoir des réflexes, de développer des réflexes. Ça a l'air bête, mais c'est pas bête, c'est essentiel. Et ça peut se faire de manière amusante comme un sport. En plus, absolument. Ça peut se faire. Il y a plein de manières pédagogiques. Ça peut être un petit challenge qui est fait au début de chaque heure. On fait 5 minutes de calcul avec une petite course contre la montre. Bref, ça peut être vu comme un sport. Oui, et il y a du plaisir. C'est un peu comme le plaisir du jogger qui finit par avoir du plaisir à faire cet effort. Donc c'est pas rébarbatif. Ça peut être très bien présenté, mais c'est essentiel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que, évidemment, le programme soit progressif et bien adapté au niveau auquel on est. On n'a pas parlé, par exemple, de la catastrophe qu'avaient été les mathématiques modernes dans les années 70. On aurait pu en parler. Ça a été une catastrophe.
par le haut, du coup, hein, parce que c'était, Oui. à la limite, naïvement, on avait l'impression qu'on augmentait le niveau, mais c'était complètement fou. D'ailleurs, c'était le Mhm. premier assaut de ce que j'appelle les pédagogues fous, cette histoire Oui, oui. de mathématiques modernes. Mais alors, bizarrement, ils ont commencé à attaquer en essayant d'aller vers le haut. Bon, et puis ensuite, c'était tellement catastrophique, ils ont attaqué pour aller vers le bas. Bon. Mhm. Mais donc ça, il ne faut pas faire, bien sûr. Il faut vraiment faire des choses adaptées, progressives. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est être ambitieux pour nos élèves et donc les faire rentrer dans le cœur des choses raisonnées. Mhm. Penser et raisonner. Je Jean-Montry, je précise que crois que vous pardon. acquiescez à Ah oui, tout à ce... fait. Et je précise que la notion de démonstration mathématique a presque disparu du collège. Les seules choses qui peuvent demeurer sont quelques toutes petites démonstrations basées sur une étape de raisonnement, alors que je me souviens très bien que quand moi-même j'étais au collège, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années, un peu moins même, euh, nous faisions des démonstrations, notamment en partant de la géométrie à l'ancienne, qui était quand même la géométrie un peu que tout le monde a connue, où on raisonne sur les droites, les plans, les cercles, etc., Mhm. et qui était justement le bon moyen pour y rentrer et placer les étapes de raisonnement qui permettent d'arriver à un résultat de manière rigoureuse. Ça a totalement disparu. Alors, si on ajoute à ça, évidemment, le déficit en calcul, voilà. Donc, effectivement, comment remettre les choses en place? Bah, continuer à faire preuve de la plus grande pédagogie auprès des élèves, c'est-à-dire qu'on a toujours l'idée du professeur de mathématiques qui se fiche du fait qu'on le comprenne ou non. Dans la Mhm. réalité, ce n'est pas vrai. Mes collègues consciencieux, et il y en a, et la plupart, et moi-même, faisons toujours l'effort d'expliquer, de faire des schémas, etc. Donc ça, c'est une première chose. On ajoute à ça un peu de calcul fait de manière systématique, mais pas de manière rébarbative et si possible pas de manière exagérée en termes de volume. C'est-à-dire une petite séance de calcul, un petit échauffement comme le jogging avant de commencer à faire du sport Mhm. à chaque séance, de manière à ce que les choses restent. Parce que les professeurs de primaire vont vous dire, mais on l'a vu la soustraction. Oui, vous l'avez vu pendant 3 semaines et puis après vous n'en avez plus jamais refait. Donc les choses ne sont pas restées. Vous comprenez? Et enfin, Mhm. effectivement, rentrer dans des vraies maths, c'est-à-dire rapidement, dès le collège, faire des vraies démonstrations et en primaire, faire des problèmes un tout petit peu ambitieux en termes de raisonnement. Si on ajoute à cela finalement un programme scolaire un peu plus cohérent, qui remette un petit peu de géométrie, qui est donc la grande perdante dans l'affaire et ce qui pose des grands problèmes pour le raisonnement de nos étudiants, voilà, enfin, bref, refaire des programmes qui ne soient plus, un, lacunaires et deux, mal conçus, bon, il y a des chances que les choses reviennent finalement assez vite. Et vous noterez que toutes ces mesures sont gratuites, ne Mhm. nécessitent pas de matériel supplémentaire ni de professeurs supplémentaires. Bref, il s'agit simplement de remettre la part belle à un enseignement, j'ai envie de dire, de bon sens des mathématiques. Très bien, bah, écoutez, C'est gratuit, mais ça demande quand même beaucoup de courage, hein. Ah, je suis d'accord. un cours. Alors justement, très bien. Je vous remercie, François Bezoukov, de faire cette transition, puisque c'est la dernière chose que je vais vous demander. Alors je vous remercie déjà pour la qualité de cet échange qu'on vient d'avoir sur les mathématiques, sur les réformes qui pouvaient être mises pour retrouver, pour reconquérir justement cette excellence. Et j'avais une question, une dernière question, peut-être plus politique, mais vous pouvez aussi rester sur le terrain de l'école si vous le souhaitez. C'était donc le dernier titre de votre article, c'est l'avenir de la France se joue à l'école. Vous vous êtes engagé auprès des profs avec Zemmour pour soutenir un candidat particulier, Éric Zemmour, et une campagne particulière, celle qui vient, celle des présidentielles, de la présidentielle de 2022. Alors, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous attendez peut-être d'abord de cette campagne, parce que par exemple, moi, en tant que professeur, j'en attends un certain nombre de choses du point de vue intellectuel, du point de vue du débat, mais également en cas de victoire, qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce que vous en espérez honnêtement? C'est-à-dire une question un petit peu difficile, pas simplement ce qu'on voudrait dans l'idéal, mais voilà, qu'est-ce qui vous semble possible en partant de là où on est, en ayant en tête toutes les difficultés que vous avez évoquées, le temps qu'il faudrait, la situation dans laquelle nous sommes, la question du recrutement. Voilà, qu'est-ce que pour l'école, pour vos élèves, pour la recherche en mathématiques, qu'est-ce que vous attendez de cette campagne et, en cas de victoire, d'Éric Zemmour? Alors, François Bezoukov. Alors, écoutez, d'abord, juge, moi, je voudrais préciser que je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais appartenu à un parti politique, et c'est pas demain la veille que je pense que ça va arriver. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que on a là, pour la première fois un candidat qui a le problème de l'école à cœur et qui l'a mis en avant
c'est son deuxième, bon, après les problèmes reliés à l'immigration, c'est sa deuxième priorité. Ça n'est jamais arrivé. On ne m'a jamais demandé d'écrire ou de participer à la rédaction d'un article sur les mathématiques ailleurs. Je n'ai jamais vu un intérêt particulier pour ces sujets-là chez les autres candidats. Et au contraire, comme on le dit dans l'article, quasiment tous les autres candidats ont en fait été des acteurs de l'effondrement que l'on vit maintenant. Donc c'est ça, si vous voulez, moi qui m'a poussé vers M. Zemmour. C'est simplement qu'il prend ce sujet-là au sérieux, indépendamment de tous les autres sujets sur lesquels il peut s'exprimer. Il y a une autre chose aussi, je pense, qui est importante de dire. On a un petit peu parlé des causes de l'effondrement du système scolaire, en particulier des mathématiques, mais c'est beaucoup plus général. À aucun moment, on a parlé d'immigration là-dedans. Non. Absolument. Je pense que c'est très important que les choses soient claires. L'effondrement de notre école, il n'est pas venu sous la pression de l'immigration ou à cause de l'immigration. Il s'entame dans les années 70 pour des raisons idéologiques, essentiellement, Absolument. qui n'ont rien à voir avec l'immigration. Et en réalité, moi, en tout cas, c'est mon analyse personnelle, l'une des raisons majeures pour lesquelles on est confronté aujourd'hui à des problèmes qui sont graves et irréfutables avec notre immigration, c'est précisément l'effondrement de l'école. Parce qu'on n'a pas offert à ces populations qui venaient d'ailleurs ce que la France pouvait offrir de meilleur. Ils n'ont pas été mis devant les plus belles choses que précédemment. Oui, tout à fait, c'est très vrai. Donc je pense qu'en réalité, vous voyez, je vais être très clair là-dessus, les immigrés d'immigration n'y sont pour rien. Et au contraire, on les a abandonnés en écrasant l'école, on les a abandonnés, eux, on a abandonné aussi tout un tas de classes populaires en France, etc. Et ça, c'est vraiment une honte. Voilà, c'est la raison de mon engagement. Très bien, j'en montrerai le mot de la fin. Alors, je partage évidemment tout ce qu'a dit mon collègue François. J'insisterai aussi sur le fait que Éric Zemmour, a la particularité, alors qu'il n'est pas de ce milieu, d'avoir compris où est le problème. Alors évidemment, il a compris les problèmes d'organisation au sein du ministère, etc., qui sont évidemment à traiter. Mais il a compris que le fond du problème est un problème idéologique, même quand on parle de mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé qu'un certain nombre d'évidences scientifiques, ou dans la méthode, disons, d'évidence dans la méthode de l'enseignement des sciences, devaient être éradiquées au nom de, j'ai envie de dire, oui, de sciences de l'éducation déviante. Et cette idéologie qui mine l'intégralité de nos enseignements, tant dans les programmes que dans les méthodes, que dans la philosophie générale des choses. Éric Zemmour semble avoir, et c'est bien la première fois que je le ressens, compris que le problème était là, qu'il va falloir l'attaquer à la racine, et qu'il va y avoir des gens qu'il va falloir combattre pied à pied, et dont il va falloir enfin dire, auxquels il va falloir enfin dire en face qu'elles sont pas loin d'être des criminels envers l'État, enfin envers la nation. Voilà. Très bien, mais écoutez, François Bezoukov, Jean Montré, merci pour cet échange. Merci d'être venu avec nous sur la publication de votre article cette semaine dans Causeur. Je rappelle l'intitulé « Effondrement du niveau en mathématiques, réquisitoire contre les fossoyeurs d'une excellence française ». Tous nos auditeurs peuvent retrouver cet article en ligne, il est libre de droit, il est consultable. Je rappelle que nous avions avec nous Jean Montré, ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse, professeur agrégé de mathématiques affecté à l'université, et François Bezoukov, ancien élève de l'École normale supérieure de Paris, agrégé de mathématiques, enseignant-chercheur à l'université. Merci, un grand merci à vous deux. Et merci beaucoup. Merci, à bientôt. C'était un plaisir. Merci, c'était un plaisir partagé. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.